Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Ce soir au programme donc diplomatie, on va revenir sur les relations notamment entre les Émirats Arabes Unis et l'Algérie, notamment avec cet extrait, cet article publié par une presse, mais un petit retour en histoire. C'était le 20 juin dernier, en pleine nuit, le président algérien Abdelmadjid Tebboune donc a limogé en pleine nuit son ministre de la communication Mohamed Bouslimani, peu après la diffusion par un média privé, Ennahar, la publication donc sur le site internet d'Ennahar précisément, d'une information annonçant l'expulsion imminente, et oui, de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Alger, notamment après, je cite l'article, l'arrestation de 4 espions émiratis qui opéraient pour le compte du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. Fin de citation. L'information a bien évidemment rapidement été relayée sur les réseaux sociaux. El Maralbia, donc on a tenté bien évidemment déjà il y a un peu plus d'un mois, le 21 juin dernier, de décortiquer un peu cette actualité largement relayée sur les réseaux sociaux, mais démentie rapidement, catégoriquement par le ministère des Affaires étrangères qui nous disait donc tout allait bien, une bonne entente, de bonnes relations entre donc les Émirats Arabes Unis et Alger, des relations cordiales et que tout allait bien, en tout cas diplomatiquement. On y revient, sauf qu'aujourd'hui, avec cette actualité, ça démontre certainement totalement l'inverse. Les fuites précédentes n'étaient pas seulement une simple fumée sans feu. Avec l'actualité du jour, donc, ce sont aujourd'hui encore une nouvelle crise. C'est une des questions qu'on nous poserons à nos invités. De graves tensions dans les relations algéro-émiraties à la demande des autorités. Donc c'est une que vous allez voir défiler dans quelques instants. Le pouvoir algérien mène apparemment une vraie campagne pour percer ouvertement les tumeurs qu'il y a donc entre Alger et les Émiratis. Alors c'est sorti aujourd'hui sur sa première page. Donc je vais vous traduire pour les personnes qui ne sont pas arabophones. Donc sur le journal El Khabar qui tire directement sur les Émiratis, donc avec des titres soit bouleversants, d'autres gros titres aux lourdes accusations. Je cite: des responsables émiratis ont fourni au Maroc un système pour espionner l'Algérie. L'émirat de Ben Zayed est accusé d'extorsion pour isoler l'Algérie et faire chanter la Tunisie avec de l'argent pour rompre ses relations avec l'Algérie. De faire pression sur la Mauritanie pour normaliser notamment les relations avec Israël, ou encore des accusations beaucoup plus ignobles. L'Algérie a déjoué un plan d'inondation, une tentative d'inondation donc d'environ 2 millions de comprimés d'hallucinogènes via la Libye. Donc une campagne d'information tissée qui confirme que les premières fuites qui ont renversé notamment le ministre de la Communication, je vous le disais il y a donc le 20 juin dernier, Mohamed Bouslimani, bien s'avère bien réel. Nous allons donc essayer de revenir avec cette actualité, d'abord comprendre aujourd'hui où en sont ces relations entre les Émirats Arabes Unis et Alger, et puis où se positionne aussi l'Algérie, la France, l'Espagne, le Maroc, la Tunisie tout de même, même si c'est pas spécialement à affirmer, une crise diplomatique de plus, donc avec les Émirats Arabes Unis. On en parle avec nos invités. Avec nous ce soir pour en parler, Omar Ait Mokhtar, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, candidat. Bonsoir, merci pour votre présence. Vous êtes candidat, vous annoncez votre candidature donc au présidentiel de 2024. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités et aux téléspectateurs de Maralbia. Merci infiniment. Est avec nous aussi, lorsqu'il s'agit de diplomatie, il est important d'avoir aussi son expertise, son analyse. Il est à Washington. Bienvenue, cher Hamid Lelou. Bonsoir, mon cher Chaban, et merci pour l'invitation.
Merci d'être avec nous. Hamid Lelou, je vais commencer par vous, peut-être juste pour un peu nous situer. Aujourd'hui, bon, il y a des tensions. On va essayer de comprendre. Est-ce que cela est une nouvelle crise? D'ailleurs, c'est le titre de l'émission ce soir. Mais peut-être quelques mots sur les relations entre les Émirats arabes unis et Algérie. Alors, et Alger, je crois que voilà, il y a investi en Algérie par les Émirats, quelque chose comme 300 000 dollars du côté d'Alger. Mais ces relations, voilà, comment vous les positionnez aujourd'hui? Est-ce qu'on est en réelle crise? Il y a des coupures. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je ne vous entends pas. Ah, écoutez, moi, je vous entends bien. Alors, je vous redis bonsoir. Est-ce que le son... Oui? C'est bon. Écoutez, les relations dont on parle, ou la situation dont on parle par rapport aux Émiratis et aux Algériens, tout relève au fait de l'informel, parce que ce n'est pas une information qui est véhiculée par des organes officiels, que ce soit algériens ou émiratis. Ce sont les informations, les journaux, même si on sait que ces journaux-là, la plupart du temps, ils ont des informations qui viennent du sérail, mais on sait aussi au plus haut niveau du sérail algérien, il y a des divisions et il y a des différents intérêts. Et du coup, les journalistes se font manipuler et l'information est manipulée. Ça, c'est d'un côté. Du côté des Émiratis, comme vous l'avez bien précisé, vous lisez le Khalij Times, vous lisez le Khabar des Émirats, c'est toute économie. Ils parlent que 20% des échanges commerciaux algériens, c'est avec les Émirats arabes unis. Vous avez parlé aussi des investissements émiratis en Algérie, surtout dans les services et le tourisme. Il y a eu beaucoup de transactions qui touchent de l'intérêt national, intérêt stratégique, intérêt sécuritaire dans la vente ou l'achat d'armements, et les intermédiaires, ce sont les Émiratis. On a vu les visites des chefs d'état-major algériens, que ce soit Gaïd Salah ou Shengriha, aller aux Émirats unis, assister aussi aux foires internationales de la vente d'armements. Donc, au niveau officiel, au fait, tout se passe bien. Maintenant, si vous parlez de cet espionnage, eh bien, même si c'est vrai, ça n'arrêtera pas les relations qu'il y a entre les régimes ou les États. Les mêmes Émiratis, à travers Pegasus, qui est un logiciel d'écoute téléphonique acheté à Israël et a été utilisé aussi bien par les Marocains, contre les Français, contre les Britanniques. Même certains officiels américains ont été touchés. Pour autant, ils ne se sont pas énervés. Au contraire, ça fait partie de la routine maintenant. Hein. Et UAE est devenu une plaque tournante mondiale au niveau des transactions commerciales, et aussi au niveau de la technologie. J'ai cité la foire de l'armement. Maintenant, tous les grands vendeurs d'armes au monde passent par UAE. Il y a aussi un gros réseau de câbles fibre optique qui passe par UAE, et du coup, ils vendent l'Internet à l'international. Et du coup, ces pratiques-là sont acceptées et il n'y a aucun problème. Merci Hamid Lelou, restez avec nous. Omar Ait Mortal, je reviens à vous. Bonsoir une nouvelle fois. Il y a un mois à peine, enfin un peu plus, le 20 juin, nous sommes le 27 juillet. Le 20 juin dernier, donc en pleine nuit, un président, en l'occurrence algérien, donc limoge son ministre de la communication après cette information sur En-Nahar qui annonçait l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats à Alger. Derrière, bien évidemment, le ministère
ministère des Affaires étrangères a démenti en disant, je vais vite parce que je l'ai dit déjà en préambule, que tout allait bien. Et là, en l'occurrence, on a donc El Khabar qui fait sa une avec de réelles accusations. Selon vous, cette décision d'El Khabar, elle a été prise à l'unanimité par toutes les instances du pouvoir. Alors on sait qu'il y a ces questions de clan parfois, que du côté de la présidence, parfois on n'est même pas d'accord avec le ministère des Affaires étrangères, encore moins avec les généraux qui dirigent quand même le pays. C'est vraiment c'est une commande qui a été faite à l'unanimité par tout le pouvoir algérien, ou c'est une liberté de la presse, mais je pense connaître la réponse. Non, ce n'est pas la liberté de la presse. Depuis le départ de la Mamra, la diplomatie algérienne sombre dans l'intrigue. Là, on comprend bien que le démenti qui est sorti à Nahar, l'affaire qui a fait virer le ministre de la Communication, Ben Suleiman, le démenti de la présidence, finalement, c'est faux. Donc c'est une vérité. C'est confirmé aujourd'hui par une autre accusation, donc vers les Émiratis. Excusez-moi, juste parenthèse, vous gardez la parole. Comment vous expliquez ça? Parce que ça en dit long sur les clans, un peu la panique qu'il y a certainement là-haut. Comment vous expliquez qu'il y a, le 20 juin dernier, on a un démenti du ministère des Affaires étrangères sur ces relations qui apparemment vont bien, et à l'heure actuelle, c'est totalement l'inverse. C'est même pire avec ces unes, et j'informe mes téléspectateurs qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, ni la présidence, ni le ministère des Affaires étrangères a démenti ce qu'annonce El Khabar. Non, donc ça confirme l'intrigue et la manipulation de l'information. C'est-à-dire l'article qui est sorti à Nahar la première fois est vrai, est bien sorti du pouvoir, et le démenti est faux, et maintenant c'est confirmé que le premier communiqué a bien été même de la présidence, enfin du pouvoir. Et Ben Suleiman, le ministre, n'est qu'infusible, voilà, pour changer de direction. Donc c'est facile à sauter un fusible. Le ministre a sauté comme une victime. Voilà, donc c'est tout. Autrement, les Émiratis, c'est un ensemble d'investisseurs. Mon collègue là des États-Unis vous dit que le journal Khabar des Émiratis parle que de l'économie. Effectivement, quand ils viennent en Algérie, ils savent investir. Ils ont par exemple le parc Dounia, vous savez, l'endroit, le terrain à l'ouest d'Alger, qui se sont accaparés d'une manière un peu intrigante d'ailleurs. En plus, ils ont même gagné au tribunal d'arbitrage international quelques centaines de millions de dollars. Et l'Algérie, elle perd avec les Émiratis parce que les Émiratis sont conseillés par de véritables managers qui ont confirmé au niveau international, les Anglais, Komatia et tout ça. Donc, je vous confirme, je vous dis encore, Bouteflika, quand il a été viré, était un des managers chez eux, un des conseillers. Donc, les Émiratis, c'est sans état d'âme. On ne peut pas parler de frères arabes et tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Ils ont formé une élite en Angleterre. Et Dieu sait que les Anglais, c'est eux qui ont civilisé la planète. Donc, ils sont dans le management de pointe, alors que les Algériens sont dans l'intrigue. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Voilà ce qui se passe avec la politique. Depuis le limogeage de la Mamra, ça tenait un peu debout. Et depuis donc le retour de Ahmed Attaf, qui était le ministre des Affaires étrangères comment il s'appelle, du président Zerouel, qui s'est sauvé de la présidence d'ailleurs, et aujourd'hui, il revient finir son mandat avec Tebboune. Nous allons dans le mur, exactement dans le mur. D'ailleurs, même les relations algéro-marocaines, ils ont été coupées la première fois par Attaf, sur la présidence de comment il s'appelle, de Zerouel. Et donc maintenant, Tebboune, à chaque fois, donc il fait l'éloge de Zerouel et tout ça, machin. Donc c'est lui qui lui a ramené encore une fois à Attaf. On va si on ne change pas
qu'on a assez joué à l'intérieur. L'intérieur, le peuple n'existe pas, le peuple est méprisé. Donc maintenant, on fait la même chose à l'international. Et là, on va droit dans le mur et ça se paye cash. Restez avec nous. Omar Ait Mortar vient de nous rejoindre. Donc Gamal Abina, notamment analyste politique, spécialiste des questions internationales. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, première question dans la forme, et je vais aussi la poser à Hamid Lelou juste derrière Omar Ait Mortar, donc à voilà, donner un peu son analyse de cette intrigue au sein du pouvoir, au sein des médias. Mais comment on peut expliquer effectivement qu'il y a un mois, une presse annonce l'expulsion d'un ambassadeur, c'est le ministre est limogé juste derrière, c'est pour vous dire comme quoi ça a pris encore une fois des proportions, alors qu'une presse peut aussi se tromper. Elle aura le droit de démentir, de faire un droit de réponse. En tout cas, voilà. Donc, le ministre de la Communication a été limogé. Le ministère des Affaires étrangères a démenti notamment cette sortie sur le site internet des Nahar. Et puis, et à l'heure actuelle, c'est totalement l'inverse. On a de grosses accusations sur El Khabar, notamment, et personne dément au niveau de la présidence ou encore moins du ministère des Affaires étrangères. Pas simplement parce qu'il y a deux aspects. D'abord, premier aspect, c'est qu'il y a des relations effectivement entre les Émirats Arabes Unis et l'Algérie qui sont ambivalentes. Ça vient d'être dit. Les investissements émiratis en Algérie sont pas maigres. Ils existent. On le voit sur pas mal de grandes usines. Surtout, le rapport entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis qui est pas bon en vérité. On a beaucoup raconté. C'est un rapport à la fois de relations d'argent et de relations politiques qui est complètement antagoniste. L'Algérie qui se positionne plutôt côté front du refus pro-palestinien, les Émirats Arabes Unis qui normalisent avec Israël, comme le Maroc et d'autres pays de la région du Golfe et du Soudan en particulier. Donc toutes ces relations font que l'Algérie se positionne sur un plan politique, essaie de ne pas envenimer les tensions qui existent réellement sous-jacent. On voit bien, ça a beau être caché par la presse ou plus ou moins masqué par l'administration ou les hauts fonctionnaires, il n'en demeure pas moins que c'est presque une vérité de polichinelle. C'est une vérité. Mais cette vérité, je vais vous poser la question dans un instant, effectivement. Les relations, est-ce que c'est une crise de plus ou pas? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'Algérie, on se demandait est-ce que c'est réellement une force de frappe et qu'elle est protégée de tout, parce que entre l'Espagne, le Maroc, un peu la Tunisie, la France, entre autres, enfin vous pourrez aussi en rajouter des relations diplomatiques très compliquées. Mais Gamal Abina, la question que je vous posais, c'est qu'aujourd'hui on a une presse en Algérie qui prend la décision vraiment de faire ces unes-là. Vous pensez que cette une, elles ont été commandées à l'unanimité notamment là-haut, par les instances du pouvoir? On sait aussi ces questions parfois de clans, on ne sait pas trop qui décide, parfois c'est les uns contre les autres. Comment vous analysez cette décision d'El Khabar? Je pense que la relation internationale que l'Algérie a avec les autres pays laisse fuiter, comme les États-Unis le font très bien d'ailleurs, des informations par la presse. C'est-à-dire que si les informations ne doivent pas sortir, elles ne sortent pas parce que les autorités font attention à ce que des choses ne sortent pas n'importe comment. Mais quand ça sort, c'est qu'il y a une intention politique. C'est une sorte de banc d'essai pour voir, une sorte de ballon plutôt, ballon d'essai pour dire, on va voir comment ça va être perçu. Mais en vérité, la relation entre l'Algérie et les autres pays, particulièrement les Émirats par exemple, c'est une relation effectivement de défiance sur le terrain non pas économique, puisque économiquement ça va relativement bien, mais sur le terrain militaire, on sait que les Émirats Arabes Unis sont du côté d'Haftar quand l'Algérie est plutôt opposée, on sait qu'ils sont côté marocain par rapport au Sahara occidental qui est reconnu par les Émirats, alors que l'Algérie évidemment est plutôt côté sahraoui, on sait que les Émirats Arabes Unis sont en concurrence sur pas mal de régions dans le Moyen-Orient et l'Algérie est plutôt de l'autre côté, par exemple sur la question syrienne, on a bien compris que les Syriens étaient plutôt pro-algériens et vice-versa, les Émirats étaient opposés, donc tout ça fait que c'est une sorte de course au leadership d'un pays qui a plus de moyens, évidemment l'Algérie c'est plus important en termes de nombre sur le plan numérique, mais d'affluence importante des Émirats Arabes Unis qui jouent la politique effectivement du billet vert, j'allais dire, la politique du chéquier. Donc c'est vrai que quand des informations sortent et qu'elles ne sortent pas officiellement, c'est une façon un petit peu un balancier pour vérifier si les gens vont accepter ou comment ils vont réagir, comment va réagir la presse internationale, et après les positions politiques sortent. C'est pas nécessairement un accident, ce qu'on appelle des fuites, les links sont pas des accidents en politique. C'est fuir un peu ses responsabilités, parce que là on aurait pu
on aurait peut-être, ça va peut-être arriver, hein, mais on aurait peut-être pu voir un démenti. Hamid Lelou, même question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, voilà, comment vous expliquez que on imagine le directeur de la rédaction d'El Khabal qui a dû passer des coups de téléphone à la présidence, peut-être au ministère des Affaires étrangères, à des relations, à la sécurité intérieure, extérieure, en essayant un peu de tâter, parce que peut-être, hein, c'est une question aussi, qu'on l'a guidé à annoncer, à faire d'aussi gros titres importants et de telles accusations. Et il y a un mois, on avait un démenti. Pour l'instant, on n'a toujours rien. Donc, comment vous expliquez un peu cette cacophonie? Il y a un mois, on nous dit non, tout va bien. Et puis là, à l'heure actuelle, on laisse les choses faire. Donc, tout va mal. Ce genre d'informations, elles ne peuvent pas sortir sans autorisation préalable des services, ça c'est certain. C'est fuité pour comme votre invité l'a expliqué, ils le font aussi bien aux États-Unis, en France et ailleurs. Maintenant, le problème d'espionnage, que l'Algérie se fasse espionner par les Émiratis ou pas, c'est une pratique courante, comme je l'ai dit, il y a quelques années. Ici même à Washington, il y a un citoyen d'origine israélienne qui a été arrêté pour espionnage pour Israël, alors que Israël est considéré comme le 51e État des États-Unis. C'est une protection américaine et pourtant ils espionnent les Américains. Donc c'est une pratique assez courante. Ils le font et puis le plus important c'est de ne pas se faire prendre. Si vous êtes pris, tant pis pour vous. Maintenant, pourquoi ils le font? Ils le font parce que les Émirats arabes unis sont en train d'étendre leur réseau d'influence au niveau du Sahel, au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau de l'Afrique tout court, parce que à partir des accords d'Abrahams, UAE est devenu un des interlocuteurs les plus privilégiés des Américains dans la région, aussi bien dans le monde du Moyen-Orient que de l'Afrique. Donc, toutes les transactions, tous les mouvements que font les Émiratis se font avec l'aval et le soutien des Américains et des Britanniques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau international, peut-être vous l'avez remarqué, il y a un désengagement américain de la région, pas un désintéressement, ils sont encore intéressés, ils ont toujours un œil. Ils se désengagent au profit de certaines forces dans Israël, UAE et l'Arabie Saoudite. Et c'est pour ça que l'UAE sont en train de bouger à droite et à gauche. L'Algérie se trouve dans l'œil de cyclone parce que, à cause de ses choix politiques, idéologiques, et je pense qu'ils s'attendent à ce genre de pratique. Ils s'attendent à ce que ce soit le coup des coups bas viennent de l'UAE ou d'ailleurs eux-mêmes de pays amis. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, l'UAE aussi est très copain. Ils sont très copains avec les Russes. Ils ont assisté à la conférence économique de Saint-Pétersbourg. Ils ont du business aux États-Unis comme ils ont du business en Russie. Il n'y a pas de problème pour eux. Hein. Ça ne pose aucun problème. Hamid Lelou, une minute là-dessus. Je voudrais revenir à cette première question. L'Algérie, on entendait encore le chef d'état-major il y a quelques jours où l'Algérie avance à pas d'excellence vers excellence vers un sommet géopolitique en termes de diplomatie nationale à l'international. Enfin, on nous vantait vraiment déjà les quelques mois passés, notamment depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. On a quand même aujourd'hui des grosses difficultés diplomatiques, notamment entre Alger, le Maroc, la France, la Libye, la Tunisie, l'Algérie de plus en plus absente au Sahel, l'Espagne, c'est vouloir rejoindre aussi le BRICS, c'est peut-être s'opposer à l'Occident, hein, puisque depuis ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, on constate tout de même qu'il y a deux clans aujourd'hui dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une crise supplémentaire, la diplomatie algérienne dans tout ça? Est-ce qu'on entre dans une sorte de schizophrénie diplomatique? Tout à fait, c'est tout à fait une schizophrénie diplomatique, d'autant plus que l'Algérie
telle qu'on la vit maintenant, telle qu'on la connaît maintenant, elle n'a pas les moyens de sa prétendue politique étrangère. Elle prétend vouloir faire partie des grands, être Qawwa Dariba. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce qu'on revient toujours à ce même problème de légitimité politique. Vous ne pouvez pas. Quand vous n'avez pas le peuple qui vous suit, vous ne pouvez pas être On nous au parle pourtant diapason. d'une force de frappe. Hein. C'est vraiment des mots qui reviennent. Hein. Une réelle puissance, une réelle force de frappe. Oui, d'autant plus que si vous êtes un pays, vous n'êtes pas économiquement indépendant. À ce jour, vous avez cité le BRICS. L'une des raisons pour laquelle l'Algérie ne peut pas adhérer au BRICS, et d'ailleurs moi-même, j'ai défié ce régime. J'ai dit le jour où ce régime adhère au BRICS, j'arrête de faire des analyses sur l'Algérie. J'arrête d'être votre invité. Moi, je mettrai ma main au feu. Ils ne vont jamais adhérer au BRICS parce qu'ils ne vont jamais prendre un bras cassé. Vous avez une économie qui est à 90% sur les hydrocarbures, les rentrées en devises hydrocarbures. Vous ne pouvez pas faire partie des grands. Je suis désolé, vous ne pouvez pas. L'Algérie est en train de vaciller. C'est pas un pays stable. C'est malheureux à dire. C'est pas un pays stable. Citez-moi une production nationale à 100% algérienne. Ça n'existe pas. Même quand ils arrivent maintenant, soi-disant, à nous sortir de l'huile d'olive, soi-disant 100% algérienne, c'est fêté comme si c'était un exploit extraordinaire. Restez avec nous. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir cette diplomatie dont vous prétendez avoir si vous n'avez pas cette force économique, si vous n'avez pas cette indépendance économique. Restez avec nous, Hamid Lelou, je reviens à vous. Omar Ait Mortal, sur cette question d'une crise, une crise de plus, je viens de citer tous ces pays, tous ces États où l'Algérie a de grosses difficultés à se positionner. Elle se dit non alignée, mais on voit dernièrement tout de même son rapprochement avec la Russie et la Chine a suscité beaucoup de questions. Omar Ait Mortal, on a un pouvoir aujourd'hui, un régime militaire qui parle aux Algériens, qui parle au monde en parlant de puissance, de force, de frappe, mais où elle en est cette protection, cette sécurité, si aujourd'hui on voit tout de même qu'on a une Algérie qui passe apparemment par de la presse pour essayer de se défendre, alors qu'elle aurait pu passer par une voie officielle, rapatrier son ambassadeur par exemple, ou un communiqué, un ministre. La diplomatie algérienne dans tout ça. C'est la diplomatie de l'intrigue. Hein. On finit par être infréquentable. On n'est jamais pris au sérieux. Vous avez parlé de l'article d'Al Khabar. Il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas de journalistes. Donc, cet article a été confectionné par les services algériens et c'est la présidence qui est d'accord à diffuser cela. Ils sont en train de nous faire que des ennemis. Contrairement aux Émiratis, au Maroc, aux États-Unis, évidemment, il y a un axe. Les Émiratis, Israël, le Maroc et les États-Unis. Ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, il y a un coup d'État au Niger. La presse internationale parle de l'intervention des Émiratis. Ça, je ne sais rien, mais en tout cas, à nos frontières, on n'a pas nos voisins, on n'a pas d'amis, ni à l'ouest, ni à l'est, ni au sud. On n'est pas pris au sérieux. Maintenant, est-ce que nous sommes Qawwa Dariba? Ça, on n'a pas fait de guerre. D'abord, je ne souhaite pas qu'il y ait une guerre, mais quand tu vois un président, le langage de la force, c'est le langage des faibles. Qawwa Dariba, il s'adresse à qui? Ce n'est pas un langage, c'est dépasser tout cela. Ce n'est pas un langage d'un président de la République. Rentrer au BRICS ou pas, ça devient une obsession pour Tebboune parce que pour lui, construire, donc fabriquer un bilan, il n'a pas de bilan, rentrer au BRICS, il croyait que ça ferait partie de son bilan positif. Or que d'abord, on ne remplit pas les conditions pour rentrer au BRICS, et la honte, c'est qu'aller supplier les Russes puis les Chinois de voter pour l'Algérie, c'est comme si on achetait leur voix. Donc c'est de la corruption morale déjà. Hein. Le monde entier en parle.
ce n'est pas bien pour l'Algérie. Alors que l'Algérie devrait investir dans la paix déjà. C'est avoir des amis. Une économie se construit avec des coalitions. Il faut avoir d'abord un plan pour pouvoir l'appliquer. Quand on se range derrière les Russes n'ont jamais protégé personne, ni l'Irak, ni la Syrie, ni personne. Ils vendent leur quincaillerie, point à la ligne. Rien qu'à voir la balance commerciale entre les Russes et l'Algérie, on leur donne 12 milliards de dollars par an. Ils n'achètent rien chez nous, rien. Ils ont acheté des pommes de terre. Une fois, ils nous ont rejeté. Donc voilà, l'Algérie, Omar El Mortar, Alger s'est créé un ennemi supplémentaire avec la diffusion, l'autorisation, on a compris, hein, et puis je crois que malheureusement on comprend maintenant de mois et d'année en année que la liberté de la presse en Algérie, c'est loin d'être ça. On voit que donc ça a été commandé par les autorités, avec ces titres-là que j'ai pu lire et qu'on peut apercevoir notamment en arabe sur les écrans, elle s'est créée un ennemi supplémentaire. Absolument. Et puis, les Émiratis appartiennent à un lobby puissant entre Israël et les États-Unis. C'est les États-Unis, en fait, derrière. Hein. Concernant cet article, le Khabar qui diffuse un article comme ça vient des services algériens. C'est la décision du pouvoir. Donc même les Émiratis, on ne va pas leur faire croire que ni le premier d'Annahar, puis le limogeage du ministre, le communiqué qui a suivi, le démenti, on ne peut pas apprendre à faire des grimaces à un vieux singe. Hein. Donc on a tout compris, même le peuple algérien a compris. Un pouvoir qui ne peut pas mettre à disposition de la protection civile des Canadiens pour éteindre le feu, un an après une catastrophe majeure, ce n'est pas crédible. Donc on ne devient ni crédible ni fréquentable et l'avenir fait peur. Merci, restez avec nous, Omar El Mortar. On va regarder justement le démenti publié chez nos confrères de l'ENTV. Ça doit être le 21 juin dernier, après notamment Ken Nahar a diffusé sur son site donc cette information, l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats à Alger. ينفي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نفيا قاطعا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري، وتؤكد بأن هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة، مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة. وأعرب الناطق الرسمي عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مع الحرص المشترك بالارتقاء بها إلى أعلى المراتب تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. Voilà, nos relations avec les Émirats sont privilégiées, ministère des Affaires étrangères. Donc, c'était le 21 juin dernier. Hamid Lelou, je reviens à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Algérie subit des coups bas, subit une tentative d'un plan d'isolation, notamment avec la position donc des Émirats avec la Tunisie. Alors je vais rappeler rapidement les titres, hein, vous allez tout de suite comprendre les lourdes accusations. Des responsables émiratis ont fourni au Maroc un système pour espionner l'Algérie, donc ça c'est du côté du Maroc. D'extorsion pour isoler l'Algérie, à faire chanter la Tunisie avec de l'argent pour rompre ses relations avec l'Algérie. Du côté de la Libye, donc c'est de faire pression sur la Mauritanie pour normaliser les relations avec Israël, et puis d'autres accusations, notamment l'inondation d'environ 2 millions de comprimés hallucinogènes, je vais y arriver, hallucinogènes via la Libye. Donc ces pays frontaliers, est-ce que les Émirats notamment ont envie d'isoler l'Algérie? Est-ce que l'Algérie fait face ici à un plan d'isolation? Écoutez, je vais vous donner une lecture, en tout cas de mon point de vue, un petit peu la perspective américaine. La politique américaine vis-à-vis de l'Algérie
elle procède d'une politique de brouillard. Ils font beaucoup ça, les Américains, quand ils sont indécis, quand ils sont pas sûrs, quand ils n'ont pas trouvé de levier pour forcer le partenaire ou bien l'acteur en question à faire ce qu'ils veulent qu'il fasse. Alors, comment ils s'approchent de l'Algérie? L'Algérie, déjà, ils te disent ils n'ont pas de levier contre l'Algérie parce que nous n'avons pas beaucoup d'échanges économiques avec l'Algérie, sauf au niveau du gaz et du pétrole. Deuxièmement, ils approchent l'Algérie du point de vue sécuritaire. Donc, tout ce qui concerne la sécurité dans le Sahel, l'Afrique du Nord et le bassin méditerranéen, l'Algérie est en train de devenir un partenaire de plus en plus grand, important. D'ailleurs, il y a un programme qui est très très élaboré qui s'appelle le programme de Training and Security Cooperation, et l'Algérie en fait partie. Donc, il y a beaucoup de coopération au niveau militaire, des échanges de l'information. Je peux vous dire que si le régime algérien a des preuves concrètes contre les Émiratis ou les Marocains quant à l'espionnage, ils peuvent le rapporter aux Américains et l'utiliser comme levier. Là, on travaille avec vous. On est en train de coopérer au niveau de la guerre mondiale contre le terrorisme et le banditisme. Et de l'autre côté, il y a vos partenaires ou bien vos alliés qui nous espionnent et qui essaient de nous faire du mal. Donc, à mon avis, de ce côté-là, l'Algérie elle a quelque chose à jouer. Elle peut jouer cette carte avec les Américains. Mais d'un autre côté, je vais mettre un petit peu de bémol par rapport à ce que votre ami a dit par rapport à l'axe États-Unis, Maroc et UAE. En dépit de l'importance des États-Unis, de leur influence mondiale, pas plus tard qu'il y a 3 jours, toutes les télés américaines parlaient de cette coopération avec le Niger, où nous avons un bataillon. Un bataillon, c'est 1500 hommes, 1500 Américains sur le sol nigérien avec une base de drones. Et pourtant, il y a un coup d'État qui s'est passé hier et les Américains, ils ont vu du vent, rien du tout. Et donc, il y a quand même une contradiction dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas aussi forts que ça, ou bien ils cachent leur jeu. Ceci dit, est-ce que l'Algérie est dans le cyclone de ces tiraillements? Absolument, parce que du fait que l'Algérie a une position géostratégique très 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 importante. Le Sahel, c'est très important. L'Afrique du Nord, c'est très important. Le bassin méditerranéen, c'est très important. Donc, rien ne peut se faire sans l'Algérie. Est-ce que maintenant, le régime algérien, l'Algérie, va être au niveau pour faire face à ces défis, à ces challenges ou pas? Je pense qu'on connaît tous la réponse. Merci. Réaction pareil, Gamal Abina. D'ailleurs, on connaît de tout temps maintenant qu'il y a quand même des grosses différences de vision sur plusieurs dossiers entre les Émirats et Alger. Notamment, on est aux antipodes, par exemple, sur le dossier libyen ou tunisien, entre autres, syrien, par exemple. C'est quand même une guerre muette qui est là, entre guillemets, depuis sous-marine, depuis maintenant pas mal de temps. Pourquoi ça ressurgit maintenant? Pourquoi est-ce que Alger ressurgit un peu d'une certaine manière en lançant vraiment de cette manière-là ces annonces, ces accusations, et fait ressortir cette guerre d'une autre manière? C'est qu'il y a un réel danger, c'est peut-être pour faire diversion et ne pas aussi mettre d'actualité les vrais sujets, les sujets qui sont importants, ou des sujets qui fassent ce que peut vivre notamment le peuple algérien? Non, je pense pas. Je pense réellement qu'il y a un rapport de force qui s'établit entre le Moyen-Orient qu'on connaît traditionnellement et puis l'Afrique du Nord. L'Algérie étant le pilier principal, c'est vient d'être dit par votre invité, effectivement. Les rapports de force changent beaucoup depuis le 24 février dernier. On se rend compte que l'Algérie a fait une demande officielle pour entrer au BRICS. Alors évidemment, le poids économique n'autorise pas une entrée immédiate, mais peut-être un rang de se positionner comme observateur pour commencer. Ensuite, l'Algérie fait le tour des pays les plus puissants. On peut l'oublier. On a beau dire qu'ils y vont soi-disant comme des mendiants. Je suis pas d'accord
avec ça. Le travail diplomatique est intéressant parce qu'ils vont voir les Russes, ils vont voir les Chinois, ils vont voir les Turcs, les alliés ou les alliés traditionnels de l'Algérie pour des investissements. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que si le travail est fait, évidemment, après il faut espérer qu'il y ait de la suite, si ça se transforme dans le sens positif, c'est bon. Ensuite, le rapport de l'Algérie, c'est un rapport de force favorable aujourd'hui. Le gaz. Mais vous pensez réellement, je vous arrête une seconde, bon, même si on est un peu hors sujet, mais c'est pas grave, vous pensez réellement que cette attractivité lancée par Abdelmadjid Tebboune aux investisseurs en Russie, dans un pays tout de même qui pose aujourd'hui des soucis de perspective économique, notamment au sein du pays, ce chômage, cette jeunesse quand même qui est en difficulté, on manque d'anticipation sur des canicules, on manque d'anticipation aussi pour faire face à des feux. Vous pensez réellement que ces messages positifs que lance Abdelmadjid Tebboune, et c'est dans son droit en tant que président, vraiment aux entreprises par exemple publiques et privées russes, vous pensez vraiment que ça va prendre quand on voit la situation notamment du système bancaire, du développement économique à l'intérieur du pays? Alors, on est dans le sujet parce que les questions sont économiques. On ne fait pas la guerre pour autre chose que pour l'argent, il ne faut jamais perdre de vue. Donc oui, pas pour les Russes. Les Russes, ça reste quand même un partenaire relativement marginal puisqu'ils équipent l'Algérie en militaire et quasiment de façon exclusive que le militaire. Ils veulent développer, mais les deux pays ont intérêt commun là-dessus, en développement, et c'est en devenir. Je parle des Chinois, les 36 milliards promis par les Chinois. Là, on est sur un autre niveau d'investissement. Alors oui, je pense vraiment qu'il fait son travail de président à l'international et j'espère que ça va aboutir. Moi, je suis pas dans la certitude. J'ai l'espoir comme tout le monde que le pays s'arrime à une réussite, mais la concurrence, et c'est là on parle de concurrence, donc on revient sur le sujet, entre les Émirats Arabes Unis qui ont moins en moins de pétrole et cherchent une influence politique, et l'Algérie qui reste, quoi qu'il arrive, le pilier de l'Afrique du Nord, qu'on le veuille ou non, parce que le poids démographique, parce que le poids économique, ça reste un pays rentier et pétrolier, parce que le gaz coûte cher, et bien l'Algérie a choisi ses alliés de façon très claire. Quand le Conseil de coopération du Golfe, par exemple, voulait en finir avec le Qatar, les Algériens sont venus à la rescousse des Qataris, tout comme d'ailleurs les Turcs, tout comme les Iraniens. Et comme par hasard, ces trois pays aujourd'hui se parlent et sont convergents. Ceux qui se sont isolés, c'est les Émirats Arabes Unis. Alors, je veux bien critiquer l'Algérie pour beaucoup de choses, et je suis d'accord avec vous, mais sur le plan de la politique internationale par rapport aux questions palestiniennes, c'est pas les Émirats qui sont du bon côté de l'histoire. Hein. Je suis désolé, le Qatar est beaucoup mieux placé par rapport à ça. C'est pas le Maroc, malheureusement, puisqu'ils ne suivent pas l'avis du peuple. L'Algérie, là-dessus, sur un plan politique international, est propre. Maintenant, sur le plan national, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de difficultés traversées par le peuple algérien, et c'est pas moi qui dirais le contraire. Et je pense sincèrement que si ces déplacements à l'étranger produisent leurs effets, je reste dans l'expectative comme tout le monde, à ce moment-là, ça peut être positif. Par contre, le rêve de rentrer dans les BRICS, c'est une tentative de s'arrimer à une réussite. Espérons que ça arrive, j'y crois moyen, je pense qu'il y aura un rang d'observateur. Mais c'est vrai que toutes ces gesticulations diplomatiques inquiètent au plus haut point les Émirats Arabes Unis qui se voyaient au centre du débat. Ils ont reculé, je rappelle quand même, les Émirats Arabes Unis, c'est pas glorieux. Ils ont attaqué le Yémen avec l'Arabie, ça a été un échec. Ils ont attaqué la Syrie en envoyant des djihadistes, ça a été un échec. Ils étaient à la manœuvre sur l'Irak et la Libye, c'est un échec. Donc aujourd'hui, ceux qui ont le vent en poupe, c'est pas les pays du front de la collaboration, de la capitulation face à Israël. C'est les pays du front du refus qui reviennent. L'Algérie en fait partie. Et fort heureusement, le maréchal Haftar, soutenu par les Émirats Arabes Unis, a été mis en échec. Et il faut effectivement que l'Algérie fasse œuvre de bons offices. Ne joue pas le bras inutile. Merci Gamal Abina. Restez avec nous. Omar Ait Mortar, en revenant effectivement à la position algérienne, est-ce que Alger en fait pas un peu trop avec les Émirats? Est-ce que réellement les Émirats se positionnent réellement, notamment Tunisie, Libye, Maroc, entre autres, pour tenter d'isoler l'Algérie? Pour vous, c'est une réalité. Est-ce que réellement c'est un réel, si c'est le cas, est-ce que c'est un réel danger, un réel sujet d'actualité, ou ces actualités qu'on peut voir notamment, c'est à un moment donné pour faire diversion ou rajouter un sujet diplomatique supplémentaire? Il y a réellement un danger. Alors, vous allez comprendre une chose. Le coup d'État d'aujourd'hui au Niger. Vous savez, le rapprochement de l'Algérie avec les Russes, sachant que l'Algérie a aidé Wagner à s'installer à la place des Français au Mali et au Niger, comme l'Algérie est proche du président nigérian, donc il fallait le liquider. Donc c'est comme au Mali, hein. C'est l'Algérie qui a provoqué le coup d'État au Niger. Et c'est l'axe émirati, Israël, Maroc et États-Unis qui ont fait qui ont réalisé ce complot.
Notre ami des États-Unis, il y a une case qui lui a échappé. Les États-Unis qui ont un grand bataillon d'ailleurs au Niger, savaient tout. On ne peut pas dire que les États-Unis ne savaient rien. C'est pas possible. Concernant maintenant les relations algériennes qui se serrent, on a un ennemi qui s'appelle le Mali. La gente ne veut plus voir le pouvoir algérien, n'a plus confiance. Le Niger, vous allez voir, ça va être, ils vont se ranger derrière, ils vont d'abord normaliser leurs relations avec Israël, rapidement, et vous allez voir qu'ils vont couper les relations avec Alger. Enfin, ils ne seront plus ce qu'elles étaient avant. Nous avons la Libye, Haftar, tous les jours menace l'Algérie. Haftar, c'est un Américain, il a toujours vécu aux États-Unis. C'est l'axe américain direct. Donc l'Algérie est menacée et l'Algérie continue à s'entêter, à rentrer dans les BRICS, à se ranger derrière les Russes, à participer à l'effort de guerre. Et moi, pour sauver l'Algérie, Tebboune doit annoncer sa non-candidature à l'élection 2024. Il doit y avoir un débat parce que le peuple doit s'exprimer, les forces politiques, les partis politiques, tout le monde doit s'exprimer quand il s'agit des choix, de l'engagement stratégique à long terme. Ce n'est pas l'avis des partis politiques ni du peuple algérien d'accepter ce qu'a fait, sans consulter, même une formalité d'usage à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, même si elle n'est pas légitime. Mais il fallait faire cette formalité d'usage. Donc, il y a un risque majeur. Mais vous y croyez sincèrement à ce genre de fonctionnement un peu démocratique? On n'en sort pas, puisque les Algériennes sont en train de pleurer, paix à leur âme, leurs disparus dans le cadre de ces feux. Dans un état normal, on aurait dû avoir des plateaux télé en parler, la responsabilité du ministre de l'Intérieur, du président, où sont les moyens? On aurait dû voir aussi des hommages dans les assemblées. Enfin, on aurait dû voir un pays en effervescence, des colères, un mécontentement. Et là, en l'occurrence, voilà, on a vu un ministre de l'Intérieur tout à l'heure avec toute une série de caméras se promener à Tizi Ouzou. Et vous y croyez vraiment à ce moment démocratique? Non. Moi, j'ai arrêté de soutenir ce pouvoir par conviction. Et puis, objectivement, je suis réaliste. J'étais toujours d'accord à avancer au pas avec ce pouvoir, mais là, il exagère, il dépasse les limites. C'est pire qu'un pouvoir colonial. Des jeunes qui vivent la France, j'en préfère être sous la France que sous Tebboune. On va dans le mur. À l'intérieur, on sait, le pouvoir méprise le peuple. La Kabylie, par exemple, ça fait maintenant 2021, on l'a brûlé. Aujourd'hui, on la brûle. Ils sont où les moyens? Oui, le peuple crie où sont les moyens. On voyait le ministre de l'Intérieur donner des fleurs ou je ne sais pas dire qu'on va vous indemniser. Ça, c'est évidemment, il faut les indemniser, mais donc voilà. Oui, bien sûr. Le but, c'est de voir un peu le travail qui est effectué en amont. Merci. Ramener les caméras pour donner un chèque aux victimes. Il fallait ramener les Canadaires. Il fallait laisser une piste d'atterrissage à Tizi Ouzou pour ces Canadaires, justement, ne pas brader l'aérodrome de Freiha et massacrer le champ d'aviation de Ouaddaïsi. Donc, avec tout ça, je pense que si on ne change pas rapidement aujourd'hui, que l'armée rentre dans ces casernes, qu'il y ait un débat, que des partis politiques participent, que les forces vives disent ce qu'il faut faire de ce pays, on a tous les moyens pour réussir. Malheureusement, ils sont en train de nous emmener dans le mur et on risque une guerre. Ils vont la provoquer, elle sera interminable. Merci Omar Aït Mokhtar, merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot, Hamid Lelou, on peut s'attendre à un démenti demain de la part des autorités officielles? C'est possible qu'ils le fassent, mais je pense qu'ils l'ont déjà fait la dernière fois et ils ont déjà annoncé que de toute façon, toute information venant d'un organe non officiel
n'est pas reconnu par l'État, je pense. S'ils le font, il n'y a pas de raison. Quelque part, ils sont un peu protégés, c'est ça? Qu'ils le laissent ou ils sont... C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est possible qu'ils le fassent. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais s'ils ne le font pas, ils n'ont aucune responsabilité. Ça ne vient pas de l'APS, ça ne vient pas d'un communiqué officiel du ministère. Officiellement, ils n'ont pas de responsabilité. Non, ils n'ont aucune responsabilité. Absolument pas. Merci Hamid Lelou. Gamal Abina, je sais que vous pouvez le faire. Le mot de la fin, 30 secondes. J'espère simplement qu'il n'y a pas de tension aussi grave que cela ou un déclenchement de guerre. Sur la question du Niger, je pense que l'Algérie a tout intérêt à calmer le jeu parce que le gazoduc du Nigeria qui doit passer par le Niger est nécessaire pour intensifier la relation. Donc je pense que le problème principal sur le Niger, c'est la question du gazoduc. Merci infiniment, merci à tous les trois. Voilà, il fallait revenir un peu sur ces accusations, ces titres en tout cas, ces gros titres qui ont fait la une de El Khabar. Et on rappelle qu'avec ce que vient de vivre les drames que continuent à vivre les Algériens, notamment autour de ces feux, eh bien, hélas, il n'y a eu aucune presse qui n'a effectivement titré des gros titres officiels avec des photos, avec des hommages, avec ces incendies, avec aussi de la responsabilité, des questions qui fâchent. Il n'y a aucun média qui en a parlé. En tout cas, Elmar Al-Biya est toujours tant bien que mal à son humble niveau présente pour essayer de soulever ce qu'il faut soulever et les questions importantes pour essayer de sortir un peu des sentiers battus. Merci à tous, merci Abdelhid de m'avoir accompagné pour cette émission. L'équipe technique, j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.